Salut tout le monde et bienvenue sur ma première vidéo spéciale Noël. Donc j'ai décidé de faire une saga spéciale Noël sur ce conte-ci parce que c'est un conte qui me tient particulièrement à cœur. C'est un conte qui fait partie de ma vie depuis ma plus tendre enfance et voilà, pour moi c'est un peu comme un rituel que d'écouter ce conte chaque année à Noël. Alors c'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire cette saga spéciale Noël, en essayant de vous faire peut-être, j'espère en tout cas, partager ce conte qui est vraiment magnifique. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il y a des fantômes, il y a des passages qui font peur, ce n'est pas du tout un conte à l'eau de rose. A tout de suite. Le conte de Noël de Charles Dickens. Chapitre 1. Le spectre de Marley. Pour commencer, il faut préciser que le vieux Marley était mort. Scrooge et lui étaient associés depuis de longues années. Scrooge était son seul exécuteur testamentaire, le seul administrateur de ses biens, son seul légataire universel et son seul ami. Scrooge n'effaça jamais le nom du vieux Marley. Il était encore inscrit, plusieurs années après, au-dessus de la porte du magasin, Scrooge et Marley. Scrooge était un avare, qui savait saisir fortement, arracher, tordre, pressurer, gratter et solitaire comme une huître. Le froid, qui était au-dedans de lui, gelait ses vieux visages, pinçait son nez, ridait sa joue, rendait sa démarche raide et ses yeux rouges, bleuissait ses lèvres minces et se manifestait au dehors par le son aigre de sa voix. Il portait toujours et partout avec lui sa température au-dessous de 0. Il glaçait son bureau au jour caniculaire et ne le dégelait pas d'1 degré à Noël. La chaleur et le froid extérieur avaient peu d'influence sur Scrooge. Personne ne l'arrêta jamais dans la rue pour lui dire d'un air satisfait « Mon cher Scrooge, comment vous portez-vous? Quand viendrez-vous me voir ?» Aucun mendiant n'implorait de lui le plus léger secours. Aucun enfant ne lui demandait l'heure. On ne vit jamais personne venir lui parler, soit homme ou femme. Mais qu'apportait à Scrooge? C'était précisément là ce qu'il voulait, se faire un chemin solitaire le long des grands chemins de la vie. Un jour, le meilleur de tous les bons jours de l'année, la veille de Noël, le vieux Scrooge était assis, fort occupé, dans son comptoir. Il faisait un froid vif et perçant. Le temps était brumeux. Scrooge pouvait entendre les gens aller venir dehors, dans la ruelle, soufflant dans leurs doigts, respirant avec bruit, se frappant la poitrine avec les mains et tapant des pieds sur le trottoir pour les réchauffer. 3 heures seulement venaient de sonner aux horloges de la cité, et cependant, il était déjà presque nuit. Le brouillard pénétrait dans l'intérieur des maisons par toutes les fentes et les trous de serrure. Au dehors, il était si dense que quoique la rue fût des plus étroites, les maisons d'en face ne paraissaient plus que comme des fantômes. À voir les nuages sombres s'abaisser de plus en plus et répandre sur tous les objets une obscurité profonde, on aurait pu croire que la nature était venue s'établir tout près de là pour y exploiter une brasserie montée sur une vaste échelle. La porte du comptoir de Scrooge demeurait ouverte, afin qu'il pût avoir l'œil sur son commis qui se tenait un peu plus loin. Dans une petite cellule triste, sorte de citerne sombre, occupée à copier des lettres. Scrooge avait un très petit feu, mais celui du commis était beaucoup plus petit encore. On aurait dit qu'il n'y avait qu'un seul morceau de charbon. Il ne pouvait l'augmenter, car Scrooge gardait la botte de charbon dans sa chambre. C'est pourquoi le commis mettait son cache-nez blanc et essayait de se réchauffer à la chandelle. Mais, comme ce n'était pas un homme de grande imaginative, ses efforts demeurèrent superflus. « Je vous souhaite un gai Noël, mon oncle, et que Dieu vous garde !» cria une voix joyeuse. C'était la voix du neveu de Scrooge. « Bah !» dit Scrooge. « Sottise !»« Noël, une sottise, mon oncle ?» dit le neveu de Scrooge. « Ce n'est pas là ce que vous voulez dire, sans doute. »« Si, répondit Scrooge, un gai Noël. Quel droit avez-vous d'être gai?
Quelle raison avez-vous de vous livrer à des gaietés ruineuses? Vous êtes déjà bien assez pauvre. Allons, allons, reprit gaiement le neveu. Quel droit avez-vous d'être triste? Quelle raison avez-vous de vous livrer à vos chiffres moroses? Vous êtes déjà bien assez riche. Bah, dit encore Scrooge, qui pour le moment n'avait pas de meilleure réponse. Et son bah fut suivi de l'autre mot, sottise. Ne soyez pas de mauvaise humeur, mon oncle, riposta le neveu. Et comment ne pas l'être? Répartit l'oncle. Lorsqu'on vit dans un monde de fous tel que celui-ci. Un gai Noël? Au diable vos gai Noël! Qu'est-ce que Noël, si ce n'est une époque où il vous faut payer l'échéance de vos billets, souvent sans avoir d'argent? Tout imbécile qui court les rues avec un gai Noël sur les lèvres serait mis à bouillir dans la marmite avec son propre pudding et enterré avec une branche de houx au travers du cœur. C'est comme ça. Mon oncle, dit le neveu. Mon neveu, reprit l'oncle. Fêtez Noël à votre façon et laissez-moi la fêter à la mienne. Fêter Noël? Répéta le neveu. Mais vous ne le fêtez pas, mon oncle. Alors laissez-moi ne pas le fêter. Grand bien puisse-t-il vous faire. Avec cela, qui vous fait toujours grand bien. Il y a quantité de choses, je l'avoue, dont j'aurais pu retirer quelques biens, sans en avoir profité néanmoins, répondit le neveu. Noël, entre autres. Mais au moins ai-je pu toujours regarder le jour de Noël, quand il est revenu, comme un beau jour, un jour de bienveillance, de pardon, de charité, de plaisir, le seul, dans le long calendrier de l'année, où je sache que tous ensemble ouvrent leur cœur. C'est pourquoi, mon oncle, quoiqu'il n'ait jamais mis dans ma poche la moindre pièce d'or ou d'argent, je crois que Noël me fait vraiment du bien, et qu'il m'en fera encore. Aussi, je répète, vive Noël. Le commis, dans sa citerne, applaudit involontairement, mais s'apercevant à l'instant même qu'il venait de commettre une inconvenance, il voulut attiser le feu, et ne fit qu'en éteindre la plus petite étincelle. Que j'entende encore le moindre bruit de votre côté, dit Scrooge, et vous fêterez votre Noël en perdant votre place. Quant à vous, monsieur, ajouta-t-il en se tournant vers son neveu, vous êtes en vérité un orateur distingué. Je m'étonne que vous n'entriez pas au Parlement. Ne vous fâchez pas, mon oncle. Allons, venez dîner demain chez nous. Pourquoi vous êtes-vous marié? Demanda Scrooge. Parce que j'aimais celle qui est devenue ma femme. Parce que vous l'avez, grommela Scrooge, comme si c'était la plus grosse sottise du monde après le gai Noël. Bonsoir. Je ne désire rien de vous, je ne vous demande rien. Pourquoi ne serions-nous pas amis? Bonsoir, répéta Scrooge. Je suis peiné, bien sincèrement peiné, de vous voir si résolu. Nous n'avons jamais eu rien l'un contre l'autre, au moins de mon côté. Mais j'ai fait cette tentative pour honorer Noël, et je garderai ma bonne humeur de Noël jusqu'au bout. Ainsi, un gai Noël, mon oncle. Bonsoir, répéta Scrooge. Et je vous souhaite aussi la bonne année. Bonsoir. Son neveu quitta le bureau sans dire un mot. Il s'arrêta à la porte d'entrée pour faire ses souhaits de bonne année au commis, qui les lui rendit cordialement. En sortant, le neveu de Scrooge avait laissé entrer deux autres personnes. C'étaient deux messieurs qui se tenaient en ce moment dans le bureau de Scrooge. Ils avaient à la main des registres et des papiers et le saluèrent. « Scrooge et Marley, je crois, » dit l'un d'eux en consultant sa liste. « Est-ce à monsieur Scrooge ou à monsieur Marley que j'ai le plaisir de parler ?»« Monsieur Marley est mort depuis 7 ans, » répondit Scrooge. « Il y a juste 7 ans qu'il est mort, cette nuit même. » Nous ne doutons pas que sa générosité ne soit bien représentée par son associé survivant, dit l'étranger en présentant ses papiers. À cette époque joyeuse de l'année, monsieur Scrooge, il est plus désirable encore que d'habitude que nous puissions recueillir un léger secours pour les pauvres qui souffrent énormément dans la saison où nous sommes. Il y a des milliers qui manquent du plus strict nécessaire. N'y a-t-il pas des prisons? Demanda Scrooge. Oh, en très grand nombre, dit l'étranger. Et les maisons de refuge ne sont-elles plus en activité? Pardon, monsieur, répondit l'étranger. Le moulin de discipline et la loi des pauvres sont toujours en pleine vigueur, alors,
dit Scrooge. Toujours, et ils ont fort bien à faire tous les deux. Oh, j'avais craint, d'après ce que vous me disiez d'abord, que quelque circonstance imprévue ne fût venue entraver la marche de ces utiles institutions. Je suis vraiment ravi d'apprendre le contraire, dit Scrooge. Pour combien vous inscrirai-je ? Pour rien, répondit Scrooge. Vous désirez garder l'anonymat ? Je désire qu'on me laisse en repos. Je ne puis fournir aux paresseux les moyens de se réjouir. J'aide à soutenir les établissements dont je vous parlais tout à l'heure. Ceux qui ne se trouvent pas bien ailleurs n'ont qu'à y aller. Oh, il y en a beaucoup qui ne le peuvent pas, et beaucoup d'autres qui aimeraient mieux mourir. S'ils aiment mieux mourir, qu'ils le fassent. Ça réduira le surcroît de population. Mais il vous serait facile de le connaître, fit objecter l'étranger. Ce n'est pas ma besogne. Bonsoir, monsieur. Voyant clairement qu'il serait inutile de poursuivre leur requête, les deux étrangers se retirèrent. Scrooge se remit au travail. Les boutiques de marchands de volailles et d'épiciers étaient devenues comme un décor splendide. Le maire donnait ses ordres à ses cuisiniers et à ses sommeliers pour fêter Noël. Cependant, le brouillard et le froid redoublent, un froid vif et pénétrant. Le propriétaire d'un jeune nez, petit et rongé par le froid, affamé, se baissa devant le trou de serrure de Scrooge pour le régaler d'un chant de Noël. Mais au premier mot de « Dieu vous aide, mon gai monsieur, que rien ne trouble votre cœur », Scrooge saisit sa règle avec un geste si énergique que le chanteur s'enfuit épouvanté, abandonnant le trou de serrure. Enfin, l'heure de fermer le comptoir arriva. Scrooge descendit de son tabouret d'un air bourru, paraissant donner ainsi le signal tacite du départ au commis qui attendait dans sa citerne et qui, éteignant aussitôt sa chandelle, mit son chapeau sur la tête. « Vous voudriez avoir toute la journée de demain, je suppose, dit Scrooge. Si cela vous convenait, monsieur. Cela ne me convient nullement, et ce n'est point juste. Si je vous retenais une demi-couronne pour ce jour-là, vous vous croiriez lésé, j'en suis sûr. » Le commis sourit légèrement. « Et cependant, vous ne me regardez pas comme lésé, moi, si je vous paye une journée pour ne rien faire. » Le commis fit observer que cela n'arrivait qu'une fois par an. « Pauvre excuse pour mettre la main dans la poche d'un homme tous les 20 décembre, dit Scrooge. Mais je suppose qu'il vous faut toute la journée. Tâchez au moins de m'en dédommager en venant de bonne heure après-demain matin. » Le commis le promit, et Scrooge sortit en grommelant. Le comptoir fut fermé en un clin d'œil, et le commis se mit à glisser une vingtaine de fois sur le trottoir à la suite d'une bande de gamins, en l'honneur de la veille de Noël, et se dirigeant ensuite vers sa demeure. Scrooge prit son triste dîner à la taverne où il mangeait d'ordinaire. Ayant lu tous les journaux et charmé le reste de la soirée en parcourant son livre de comptes, il alla chez lui pour se coucher. Il habitait un appartement occupé autrefois par son associé. Il était alors assez vieux et triste, car personne n'y habitait excepté Scrooge. Tous les autres appartements étaient loués pour servir de comptoir ou de bureau. La cour était si obscure que Scrooge lui-même fut obligé de tâtonner avec les mains. Il faut aussi se mettre dans l'esprit que Scrooge n'avait pas pensé une seule fois à Marley depuis qu'il avait, cet après-midi même, fait mention de sa mort auprès des inconnus. Au moment où Scrooge mit la clé dans la serrure, il vit le marteau se transformer en la figure de Marley. Ce n'était pas une ombre, elle paraissait au contraire entourée d'une lueur sinistre. Son expression n'avait rien qui rappelât la colère ou la férocité, mais elle regardait Scrooge comme Marley avait coutume de le faire. Cette circonstance et sa couleur livide la rendaient horrible. Mais l'horreur qu'éprouvait Scrooge à sa vue ne semblait pas du fait de la figure, elle venait plutôt de lui-même. Lorsqu'il eut considéré fixement ce phénomène, il n'y trouva plus qu'un marteau. Il mit la main sur la clé,
la tourna brusquement, entra et alluma sa chandelle. Il s'arrêta un moment avant de fermer la porte et commença par regarder derrière elle, mais il n'y avait rien. Un bruit résonna dans toute la maison, comme un coup de tonnerre. Scrooge n'était pas un homme à se laisser effrayer par des échos. Il ferma solidement la porte, traversa le vestibule et monta l'escalier. Scrooge crut voir marcher devant lui dans l'obscurité un convoi funèbre. Il montait toujours. L'obscurité ne coûtait pas cher. C'est pour cela que Scrooge ne la détestait pas. Mais avant de fermer sa lourde porte, il parcourut les pièces de son appartement pour voir si tout était en ordre. C'était peut-être un souvenir inquiet de la mystérieuse figure qui lui trottait dans la tête. Il fouilla partout, mais tout se trouvait en ordre. Sur le feu, la petite casserole de gruau. Parfaitement rassuré, Scrooge s'enferma à double tour, ce qui n'était point son habitude. Il ôta sa cravate, mit sa robe de chambre, ses pantoufles et son bonnet de nuit. Il s'assit devant le feu pour prendre son gruau. Il fut obligé de s'asseoir tout près, avant de pouvoir extraire la moindre sensation de chaleur d'un feu si mesquin qu'il aurait pu tenir dans la main. Scrooge se mit à marcher dans la chambre, de long en large. Après plusieurs tours, il se rassit. Son regard s'arrêta par hasard sur une sonnette hors de service, suspendue dans la chambre et qui communiquait avec une pièce située au dernier étage de la maison. Ce fut avec une extrême surprise, avec une terreur étrange et inexplicable, qu'au moment où il la regardait, il vit cette sonnette commencer à se mettre en mouvement. Elle s'agita d'abord si doucement qu'elle retentit à peine, mais bientôt elle sonna à double carillon, et toutes les autres sonnettes de la maison se mirent à sonner. Cela ne dura peut-être qu'une demi-minute, ou une minute tout au plus, mais cette minute pour Scrooge fut aussi longue qu'une heure. Les sonnettes s'arrêtèrent comme elles avaient commencé, tout en même temps. Leur bruit fut remplacé par un choc de ferraille venant des profondeurs souterraines, comme si quelqu'un traînait une lourde chaîne. Scrooge se souvint alors d'avoir ouï dire que, dans les maisons hantées, il traînait toujours des chaînes après eux. La porte de la cave s'ouvrit avec un horrible fracas, et alors il entendit le bruit devenir beaucoup plus fort au rez-de-chaussée, puis monter l'escalier, et enfin s'avancer directement vers sa porte. « Sottise encore que tout cela. Je ne veux pas y croire, dit Scrooge. Il changea cependant de couleur lorsque le spectre traversa la porte massive et pénétrait dans la chambre. Il passa devant ses yeux. La chaîne qu'il traînait était passée autour de sa ceinture. Elle était longue. « Que veut dire tout ceci? Que désirez-vous de moi » demanda Scrooge. « Beaucoup de choses. C'est la voix de Marley, plus de doute à cet égard. »« Qui êtes-vous » ? Demandez-moi qui j'étais. « Qui étiez-vous alors » dit Scrooge. « Vous êtes bien puriste pour une ombre. »« De mon vivant, j'étais votre associé, Jacob Marley. »« Pouvez-vous vous asseoir » demanda Scrooge. « Je le puis. Alors faites-le. »« Vous ne croyez pas en moi » demanda le spectre. « Non. »« Quelle preuve de ma réalité voudriez-vous avoir, outre le témoignage de vos sens ?»« Je ne sais trop, » répondit Scrooge. « Pourquoi doutez-vous de vos sens ?»« Parce que, » répondit Scrooge, « la moindre chose suffit pour les affecter. Il suffit d'un léger dérangement dans l'estomac pour les rendre trompeurs, et vous pourriez bien être au bout du compte qu'une tranche de bœuf mal digérée, une demi-cuillère de moutarde, un morceau de fromage, un fragment de pomme de terre mal cuite. Qui que vous soyez, pour un mort, vous sentez plus le veau que le caveau. « Voyez-vous ce cure-dent » demanda Scrooge. « Oui. Mais vous ne le regardez seulement pas. Cela ne m'empêche pas de le voir. Eh bien, je n'ai qu'à l'avaler,
et le reste de mes jours, je serai persécuté par une légion de lutins, tous de ma propre création. Sottise, je vous dis, sottise. À ce mot, le spectre poussa un cri effrayant et secoua ses chaînes avec un bruit si lugubre et si épouvantable que Scrooge se cramponna à sa chaise pour s'empêcher de tomber. Scrooge se jeta à genoux et se cacha le visage dans les mains. « Miséricorde !» s'écria-t-il. « Épouvantable apparition! Pourquoi venez-vous me tourmenter? Croyez-vous en moi ou n'y croyez-vous pas? Demanda le spectre. J'y crois, dit Scrooge. Il le faut bien. Mais pourquoi les esprits se promènent-ils sur terre? Et pourquoi viennent-ils me troubler? C'est une obligation de chaque homme. Le spectre poussa encore un cri, secoua ses chaînes et tordit ses mains. Vous êtes enchaîné? Demanda Scrooge. Dites-moi pourquoi. Je porte la chaîne que j'ai forgée pendant ma vie, répondit le fantôme. C'est moi qui l'ai faite, anneau par anneau, mètre par mètre. C'est moi qui l'ai suspendue autour de mon corps, librement et de ma propre volonté, comme je la porterai toujours de mon plein gré. Est-ce que le modèle vous en paraît étrange? Scrooge tremblait de plus en plus. Oui, bien, voudriez-vous savoir? Poursuivit le spectre. Le poids et la longueur du câble énorme que vous traînerez vous-même. Il était exactement aussi long et aussi pesant que cette chaîne que vous voyez. Il y a aujourd'hui 7 vieilles longues veillées de Noël. Vous y avez travaillé depuis, et c'est une bonne chaîne à présent. Scrooge regarda autour de lui sur le plancher, s'attendant à se trouver lui-même entouré de quelques cinquantaines ou soixantaines de câbles de fer, mais il ne vit rien. « Jacob, dit-il, mon vieux Jacob Marley, parlez-moi encore, adressez-moi quelques paroles de consolation. »« Je n'ai pas de consolation à donner, dit le spectre. Les consolations viennent d'ailleurs. »« Scrooge, elles sont apportées par d'autres ministres, à d'autres espèces d'hommes. Je ne puis non plus vous dire tout ce que je voudrais. Je n'ai plus que très peu de temps. Je ne puis me reposer, je ne puis m'arrêter, je ne puis séjourner nulle part. Mon esprit ne s'écarta jamais guère au-delà de notre comptoir. Vous savez, pendant ma vie, mon esprit ne dépassa jamais les étroites limites de notre bureau de change. Et voilà pourquoi, maintenant, il me reste à faire tant de pénibles voyages. C'était chez Scrooge une habitude de fourrer les mains dans les goussets de son pantalon toutes les fois qu'il devenait pensif. Réfléchissant à ce qu'avait dit le fantôme, il prit la même attitude, mais sans lever les yeux et toujours agenouillé. « Il faut donc que vous soyez bien en retard, Jacob, » dit Scrooge. « En retard? Mort depuis 7 ans? Et en route tout ce temps-là? » « Tout ce temps-là, dit le spectre. Ni trêve, ni repos, l'incessante torture du remords. Vous devez avoir vu bien du pays en 7 ans. » Le spectre, entendant ces paroles, poussa un troisième cri et produisit avec sa chaîne un cliquetis horrible dans le silence de la nuit. « Oh, captif, enchaîné, chargé de fer, s'écria-t-il, pour avoir oublié que chaque homme doit s'associer, pour sa part, au grand travail de l'humanité. Cependant, vous fûtes toujours un homme exact, habile en affaires, Jacob, dit Scrooge. Les affaires, c'est l'humanité qui était mon affaire. C'est le bien général qui était mon affaire. C'est la charité, la miséricorde, la tolérance et la bienveillance. C'est tout cela qui était mon affaire. Les opérations de mon commerce n'étaient qu'une goutte d'eau dans le vaste océan de mes affaires. Il releva sa chaîne de toute la longueur de son bras, comme pour montrer la cause de tous ses regrets, et la jeta lourdement à terre. C'est à cette époque de l'année que je souffre le plus. Pourquoi ai-je alors traversé la foule de mes semblables, toujours les yeux baissés vers les choses de la terre, sans les lever, jamais, vers cette étoile bénie qui conduisit les mages à une pauvre demeure?
N'y avait-il donc pas de pauvre demeure aussi vers laquelle sa lumière aurait pu me conduire? Scrooge était très effrayé d'entendre le spectre continuer sur ce ton. Il commençait à trembler de tous ses membres. « Écoutez-moi, s'écria le fantôme. Mon temps est bientôt passé. J'écoute, dit Scrooge. Mais épargnez-moi. Ne faites pas trop de rhétorique, Jacob, je vous en prie. Comment se fait-il que je paraisse devant vous sous une forme que vous puissiez voir? Je ne saurais le dire. Je me suis assis maintes et maintes fois à vos côtés, en restant invisible. Ce n'est pas une idée agréable. Scrooge fut assis, saisi de frissons, et essuya la sueur qui coulait de son front. « Et ce n'est pas mon moindre supplice, continua le spectre. Je suis ici ce soir pour vous avertir qu'il vous reste encore une chance et un espoir d'échapper à ma destinée, Ebenezer. »« Vous fûtes toujours pour moi un bon ami, dit Scrooge. Merci. »« Vous allez être hanté par 3 esprits, ajouta le spectre. La figure de Scrooge devint en un moment aussi pâle que celle du fantôme lui-même. « Est-ce là cette chance et cet espoir dont vous me parliez, Jacob ?» demanda-t-il d'une voix défaillante. « Oui. »« Je crois que j'aimerais mieux qu'il n'en fût rien, » dit Scrooge. « Sans leur visite, vous ne pouvez espérer d'éviter mon sort. Attendez-vous à recevoir le premier, demain, quand l'horloge sonnera 1 heure. »« Ne pourrais-je pas les prendre tous à la fois pour en finir une bonne fois pour toutes, Jacob ?» insinua Scrooge. « Attendez le second à la même heure la nuit d'après, et le 3e la nuit suivante. Quand le dernier coup de minuit aura cessé de vibrer, ne comptez pas me voir, mais, dans votre propre intérêt, ayez soin de vous rappeler ce qui vient de se passer entre nous. » L'apparition s'éloigna en marchant à reculons. À chaque pas qu'elle faisait, la fenêtre se soulevait un peu, de sorte que, quand le spectre l'eut atteint, elle était toute grande ouverte. Il fit signe à Scrooge d'approcher. Celui-ci obéit. Lorsqu'ils furent à 2 pas l'un de l'autre, l'ombre de Marley leva la main et l'avertit de ne pas approcher davantage. Scrooge s'arrêta, car au moment où le fantôme leva la main, il entendit des bruits confus dans l'air, des sons incohérents de lamentation et de désespoir, des plaintes d'une tristesse, des voix de regret et de remords. Le spectre, ayant un moment prêté l'oreille, se joignit en chœur aux lugubres et s'avança dans la nuit. Scrooge suivit l'ombre jusqu'à la fenêtre, et dans sa curiosité haletante, il regarda. Ces créatures fantastiques se fondirent-elles dans le brouillard, ou le brouillard va-t-elle les envelopper dans son ombre? Les ombres et leurs voix s'éteignirent ensemble, et la nuit redevint ce qu'elle avait été lorsqu'il était rentré chez lui. Il ferma la fenêtre, il examina soigneusement la porte par laquelle était entré le fantôme. Elle était fermée à double tour, comme il l'avait fermée de ses propres mains. Les verrous n'étaient point dérangés. Il essaya de dire « sottise », mais il s'arrêta à la première syllabe. Se sentant en grand besoin de repos, il alla droit à son lit, sans même se déshabiller, et s'endormit aussitôt.